s'est elle-même déroulée. Nous connaissons tous cette légende du passage ouvert au milieu des eaux fendues, qui permet au prophète et à ses disciples d'échapper au courroux du pharaon. Mais est-ce l'eau de la mer Rouge que Moïse fend avec son bâton? Là aussi, les hypothèses foisonnent, toutes différentes les unes des autres. Les faits historiques n'attestent d'aucun exode collectif, sachant que les Égyptiens consignaient minutieusement tous les événements, aussi insignifiants puissent-ils être, sur des papyrus et des tablettes de pierre, comme sur les obélisques, les murs des temples et les pyramides. Or, on ne trouve nulle part mention de quelque émigration collective. Dans la Bible, on peut lire qu'ils sont sortis par la mer de Souf, mot qui a été traduit par mer Rouge. La traduction exacte serait plutôt mer des roseaux. Dans ce cas, il s'agirait d'un marécage. Si on cherche un tel endroit, on ne trouve que les lacs amers, ces deux lacs situés entre Suez et Ismaïlia, aujourd'hui au beau milieu du canal de Suez. Par le passé, le Nil se divisait en 7 branches, dont l'une traversait la péninsule du Sinaï, et c'est cette branche-là qui est évoquée par les anciennes écritures comme étant celle par où Moïse et les siens ont traversé. Il ne s'agirait donc pas de la mer Rouge, mais bien d'une branche du Nil. Toutes les religions ont un lien avec le Nil. La mer dans laquelle Moïse est jeté dans son couffin n'est sans doute que le Nil lui-même. Le fait qu'il ait été repêché par les gens du palais est en soi une preuve que c'est du Nil qu'il s'agissait, car le palais était construit sur le bord du Nil, non sur la mer. D'ailleurs, le mot yem employé par le Coran admet d'être traduit par mer ou par rivière. Concernant la mort par noyade du pharaon et de ses hommes, un des archéologues avance une hypothèse selon laquelle la sortie a eu lieu par grande marée. Nous savons que le phénomène des marées est lié aux phases de la Lune. La pleine Lune provoque les grandes marées. À l'arrivée de Moïse, au bord de l'eau, sur le golfe de Suez, les eaux s'étaient retirées à cause de la marée basse, et il a pu traverser à gué avec les siens. Selon la Bible, le pharaon et son armée ont été submergés par l'eau au petit matin. Moïse et ses compagnons ont donc traversé de nuit par marée basse, tandis que le pharaon et ses hommes ont été surpris par l'eau du matin quand la marée est remontée. Pour les cinéastes d'Hollywood, comme pour beaucoup d'archéologues étrangers, le pharaon de l'Exode n'est autre que Ramsès II, ce roi aux exploits prestigieux. D'ailleurs, son long règne, qui a duré 60 ans, se prête bien à cette hypothèse. En 60 ans, Moïse avait en effet tout le temps de grandir, de quitter l'Égypte pour la Palestine, après l'incident de la mort de l'Égyptien, puis de revenir plus tard accompagné de son frère Aaron. Comme les Français voulaient en avoir le cœur net, le président Giscard d'Estaing demanda au président Sadat l'autorisation de faire examiner la momie de Ramsès II en France. Sadat accepta et Ramsès fut transféré en France, où il fut accueilli en roi. Il y restera presque une année. Les spécialistes commencent par analyser l'ADN de la momie. Ils cherchaient à prouver que ce grand roi était lui-même le pharaon de l'Exode, responsable de la sortie des Juifs d'Égypte. L'examen au scanner et l'analyse de l'ADN peuvent-ils nous dire avec certitude qu'une momie donnée est bien celle du pharaon de l'Exode? La momie la plus célèbre du musée égyptien est sans aucun doute celle de Ramsès II. Nous l'avons sous les yeux. Et nous savons que c'est celle du célèbre pharaon. Toutefois, nous ne disposons d'aucun indice qui puisse donner à penser que cette momie
Eh bien celle du pharaon de l'Exode. Et si la clé de ce mystère résidait dans le mot pharaon lui-même? C'est la piste que Mostafa Ouaziri a choisi d'emprunter. Pharaon est le nom du roi qui était contemporain du prophète Moïse. Le mot pharaon n'est pas défini, ce qui signifie que c'est là un nom propre et non pas un titre. Le Coran le cite à de nombreuses reprises, mais sans jamais le définir. De plus, s'il s'agissait d'un titre, le nom du roi aurait été associé à celui du pays, comme on dit gouverneur d'Égypte, ou encore roi d'Égypte. Selon cette nouvelle hypothèse, le mot pharaon ne serait pas le titre pris par les rois de l'Égypte. Ce ne serait pas un nom générique, mais bel et bien un nom propre, celui de l'un des rois d'Égypte. Cette théorie présente cependant elle aussi des failles. Pour Zahi Hawass, en effet, le mot pharaon a un sens et une origine bien précis. Selon les informations dont nous disposons en tant qu'archéologues, le roi était décrit comme étant le résident de Bar-A, qui signifie grand palais. C'est pourquoi le roi vivant dans le palais était surnommé pharaon. En hébreu, le mot se prononce pharaon, tandis qu'en arabe, il est prononcé pharaoun, le sens étant le roi qui vit dans le palais. En fin de compte, on peut dire que les hypothèses qui tentent d'établir l'identité du pharaon de l'Exode restent de simples conjectures. Aucun égyptologue n'est en mesure de prouver avec certitude que tel ou tel pharaon était celui de l'Exode. Mais si ce ne sont là que suppositions, à quelle hypothèse devrions-nous accorder le plus de crédit? L'archéologie est-elle capable de nous dévoiler la vérité historique quant à l'Exode d'Égypte, ou bien devrions-nous plutôt nous contenter de lire l'histoire de Moïse comme on lit un conte symbolique, dans nul autre but que d'en tirer des enseignements pour la vie? Si l'on s'en tient exclusivement aux sources égyptiennes, nous ne disposons d'aucune preuve tangible de l'existence d'un personnage en qui l'on puisse reconnaître le prophète Moïse. Mais cela ne veut pas dire que l'avenir ne nous apportera pas de nouvelles données susceptibles de nous éclairer sur la question. Pourquoi les découvertes ne nous ont-elles apporté aucune preuve ni indice? Les scènes de Karnak nous montrent le roi en train de frapper ses ennemis. On le voit aussi présenter des offrandes aux divinités. Pour que le roi puisse accéder au rang de Dieu, il lui fallait vaincre les ennemis de l'Égypte, présenter des offrandes aux divinités, unir la haute et la basse Égypte, et enfin bâtir un cimetière pour lui et des temples pour que le culte des divinités y soit célébré et son souvenir lui-même perpétué. On ne saurait imaginer un prophète prêchant sa religion dans un tel contexte. À la fin de cet épisode, je peux dire que tout ce que vous pourrez entendre ou lire à propos du pharaon de l'Exode ne sera jamais que supposition, sans aucune base scientifique. C'est pourquoi je ne suis pas moi-même en mesure de vous dire qui était au juste, le pharaon de Moïse ou le pharaon de l'Exode.